Level 1, petite compilation qui a été montée par les gens de Level 9 Games. C'est ça le nom? Ninth Level Game. Je me suis trompé, donc 9e level jeu. Qui ont monté ce petit document-là. Là, c'est, je crois, une vingtaine de jeux. Je les ai tous lus. J'ai pas pensé à les compter. Je pensais faire ça avant l'émission, mais il a fallu que je réinstalle Windows sur mon ordi. Mais sérieusement, là, une petite compilation de même, super beau produit. J'espère qu'il va y avoir un volume 2. Il était très optimiste l'année passée, mais j'ai pas pu confirmer qu'il y en aurait un cette année. Très, 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 très cool, sérieux. Honnêtement, au Free RPG Day, on s'était donné un peu la consigne, genre, laissez le plus de stock pour les clients, s'il vous plaît, puis si après ça il en reste, ben là, vous pourrez comme vous en prendre, là. Puis, j'ai eu la chance de pouvoir me garder un exemplaire de Level 1 et wow! Ça a été mon coup de cœur. J'ai pu feuilleter un peu les autres trucs, les diverses aventures qu'il y avait disponibles, là, mais ce petit cahier-là, même si la plupart des jeux qu'il y a à l'intérieur n'ont pas su nécessairement me séduire, j'aime vraiment beaucoup le principe. Puis, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Ah, mais sérieusement, le stock là, l'année dernière était magnifique. Là. Écoute, si ça s'enligne pour être aussi beau que ça, là, je pense qu'on devrait peut-être avoir deux kits au lieu de un, question de peut-être pouvoir en donner là, dans le mois qui suit. Peut-être être plus généreux, je sais pas. On s'en parlera parce que, mine de rien. Considérant aussi qu'on semble être les seuls à vraiment comme vouloir donner de l'amour aux jeux de rôle dans notre belle région, on a été un peu victime de notre popularité là, au dernier Free RPG Day. Donc, c'est pas impossible qu'on prenne un peu plus qu'un kit l'année prochaine. Mais bon, écoute, on s'en parlera à ce moment-là quand ce sera le temps des commander. Peut-être que les kits vont être plus gros, peut-être qu'ils vont être trop chers, parce que oui, c'est du stock gratuit, mais il faut payer au niveau des magasins pour les avoir. C'est ça, si je me trompe pas. Fait que, non, sérieusement, là, j'ai hâte de voir le stock. Mais là, on va parler de Level 1 pour vrai. On a dit qu'on parlait de Level 1. Écoute, Félix, parler de la compilation en tant que telle, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. À la limite, pour parler des jeux qui sont à l'intérieur, des choses. Est-ce que toi, tu avais une idée de où on pourrait commencer? Y a-tu un jeu qui t'a accroché? Moose Trip. Moose Trip, qui est le premier, on va y aller dans l'ordre. Moose Trip, tu joues des orignaux qui ont mangé des champignons hallucinogènes et tu racontes l'expérience transcendantale que ces orignaux-là ont à travers les boisés et les cours arrière des maisons. C'est... Rien que ça m'a séduit. Oui, puis tu sais, c'est un jeu qui n'a pas de maître de jeu. C'est un jeu là, où vous allez ultimement là, rouler des dés puis vous faire poser des questions. Et là, vous allez devoir les répondre. Là, comme sur un des 20, si vous roulez un 2, vous devenez entrance, ce serait enchanté par une texture à proximité. Quelle texture est la plus agréable pour vous? Puis là, vous devez vous mettre dans la tête d'un orignal et dire « Ah oui, là, moi, un bon boulot. Là. J'aime ça me frotter contre un bon boulot avec l'écorce qui retrousse. » Puis que, tu sais, ça fait... Ça me fait comme un petit manteau après parce qu'il m'en reste sur le dos. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, quand on parle de roleplay, d'incarner un personnage, je pense qu'essayer là, de voir le monde réel à travers les yeux d'un orignal qui est complètement drogué, c'est un bel exercice. Ben, non seulement ça, puis, tu sais, on voit toujours le jeu de rôle comme étant vraiment, tu sais, quelque chose de, je dirais pas comme solennel, mais, tu sais, on s'installe, on est entre amis, c'est notre petite affaire, c'est comme notre bulle. Moose Trip, je veux dire, je pourrais comme être avec toi et 2-3 autres personnes, genre dans un pub à prendre une pinte. Puis on pourrait comme faire une game de Moose Trip en buvant tranquillement notre pinte, puis on aurait du plaisir pareil. Je veux dire, on dirait que il fit bien un peu pour ce genre de contexte social-là. Mm-hmm. Puis c'est vraiment là, un jeu, là, écoute, ils disent pas le temps qu'une partie dure, là, mais c'est vraiment le one-shot, là, ça doit être... Je crois que ça dure jusqu'à ce qu'on ait le goût d'arrêter, là, fait que ça peut durer 15 minutes comme ça peut durer 2 heures.
mais peut-être plus dans le coin de 1 heure. Puis, tu sais, on est loin du RPG traditionnel où on peut gagner des niveaux, puis où il faut battre des monstres. C'est vraiment un jeu de questions et d'ambiance. Ouais, puis exact, comme un peu tu disais là, dans l'épisode de la semaine dernière, quand on est dans le micro RPG, le one page RPG, ces affaires-là, ben c'est assez rare là, qu'on va introduire. Tu sais, qu'il va y avoir des notions de gagner des niveaux ou quoi que ce soit, parce que ça va être un peu pris pour acquis que ça va être un jeu d'un soir. Oui, puis tu sais, il y a des cas un peu étranges, là, comme Lasers and Feelings, où il y a des gens qui font des campagnes de ce jeu-là, ou qui vont comme avoir un univers où il y a une continuité. Mais tu sais, souvent, c'est des jeux, c'est ton personnage commence, ses statistiques peuvent varier, mais tu sais, tu vas pas progresser. À la limite, tu vas progresser, mais dans l'optique de si tu jouais pendant 3 sessions, toutes tes stats au maximum, ça n'aurait pas de sens. C'est ce genre d'univers-là. Puis Level 1, là, des jeux là, qui sont plus traditionnels, il y a des jeux là, qui sont incroyablement là, genre. Tu sais, est-ce que c'est un jeu ou pas? Là? Faut que je retrouve lequel. Ça va pas long, je vais aller chercher. Là. T'as-tu lu celui avec les spirales, Félix? Celui avec les spirales, attends un petit peu, Dave. Je vais moi-même aller me rafraîchir la mémoire. Oui, ça s'appelle Breaking Spiral à la page 24. Si À tu la veux page m'écrire. 24, certainement. Breaking Spirals. Oui. Mais ultimement, là, c'est. Est-ce que c'est un RPG ou pas? On en parlera la semaine prochaine parce qu'on voulait se faire un soir où on voulait parler de qu'est-ce qu'un jeu d'histoire, qu'est-ce qu'un jeu narratif et qu'est-ce qu'un RPG. Sont où les limites? Puis, hop là, j'ai frappé un peu mon setup. Donc, Breaking Spirals, là, c'est vraiment là, un jeu là, où il y a un avertissement que c'est pas un outil de thérapie, mais c'est un outil de méditation où vous écrivez là, sur des bouts de papier là, des choses positives, des choses négatives, puis là, vous les pigez, puis là, vous déplacez la spirale comme un petit compteur de spirale là, ici, là, avec comme un 25 sous. Puis là, vous suivez là, si vous êtes en train de spiraler vers du hyper ou vers de la dépression. Puis, ultimement, là, c'est vraiment comme vous explorez votre labyrinthe, mais c'est vraiment ces choses-là m'angoissent. Puis là, je les verbalise et ultimement, je joue jusqu'à ce que j'ai plus envie de jouer ou jusqu'à ce que le jeu m'ait calmé. C'est vraiment spécial. Puis, c'est pas quelque chose que j'utiliserais comme outil. Ça se joue juste à un joueur. Là. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment comme un exercice narratif de contemplation et de méditation. Ça a sa place dans Level 1, mais on est loin de Donjon Dragon en ciboulot. Oui, ben, puis ça, encore une fois, pour backtracker un peu sur ce qu'on disait la semaine dernière, quand on va être dans le micro RPG ou dans le one page RPG, c'est souvent là qu'on va voir les trucs les plus comme expérimentés slash un peu flyés. Des fois, j'aurais envie de dire que c'est un peu là-dedans qu'on va trouver genre l'équivalent de la performance dans le milieu artistique. Fait que Oui, écoute, ça me surprend pas. Ben, c'est un concept qui est un peu bizarre. Excuse, donne-moi 2 secondes. oui, les écouteurs. Ça va aller mieux un peu, je pense. Qui est un petit peu bizarre. Mais il y a sa place dans cet ouvrage-là. Parce que autrement, il n'y aurait pas vraiment de tribune pour ce jeu-là. Là. Ben écoute, on s'en parlera peut-être dans 2 semaines quand on parlera de jeux qui ont une saveur éducative. Puis c'est des jeux transformatifs, là, parce qu'il y a les jeux, on va dire, qui sont purement ludiques d'avoir du plaisir ou purement des tests d'habileté. Mais il y a toute une catégorie de jeux qu'on va dire le transformatif, où il essaie de faire vivre une expérience puis de transformer le joueur. Puis ça, définitivement, le Breaking Spirals, c'est un format jeu de rôle. Je dirais que c'est pas un jeu de rôle, là, c'est plus comme un jeu d'histoire ou un jeu de narration. Puis, mais c'est ça, là, c'est très très transformatif. Là. Le but de ce jeu-là, c'est pas de raconter des histoires, là, c'est d'aller mieux. Qui est un peu bizarre, mais tu sais, 2 pages comme ça, gratuit, tu sais, pour les 3 personnes qui vont l'avoir lu puis avoir trouvé que c'était le meilleur outil pour les calmer et leur faire du bien dans leur vie. Idéalement, peut-être plus que 3, mais ça valait la peine de l'imprimer là puis de lui donner de la visibilité, je pense. Non, définitivement. Puis sinon, je sais pas si il y a comme de quoi avec le concept des animaux. Là, si genre
l'esprit de Grant Horwitz m'a comme habité. Mais Bird Trek, Oui, j'ai Trek trouvé est très cool. très sympathique aussi. Jeu dans lequel, dans le fond, on incarne un oiseau qui va être amené à faire un voyage. Oui, mais c'est un oiseau géant, sentient, cosmique, qui voyage entre une planète neigeuse et une planète volcanique. Donc, c'est un oiseau migratoire là, qui va quitter la planète volcanique avant qu'elle soit trop chaude et qui va quitter la planète glaciale avant qu'elle soit trop froide. Puis là, il va y avoir différents arrêts sur différentes planètes, différentes lunes qui ont des choses difficiles, puis qu'il y a des choses qui se passent. Puis, c'est vraiment un jeu là, qui a une arrière-pensée écologique là, au niveau aviaire, où il faut protéger les différents endroits que les oiseaux migratoires utilisent pour s'arrêter, se reposer. C'est possible de le jouer sans tomber dans le débat écologique, mais dès qu'on creuse un peu, ça fait partie du jeu, là, c'est l'inspiration directe, puis c'est avoué. Mais si vous n'avez pas lu les règles, vous jouez avec un ami, puis il fait juste comme suivre les règles, c'est quand même un des plus gros jeux avec son 3 pages. C'est très très cool comme jeu, le Bird Trek. Puis c'est ça, tu sais, il y a une planète, entre autres, là, où les oiseaux comprennent pas trop ce qui se passe, mais il y a des choses qui vivent là, qui construisent des gros bâtiments, des grosses structures rectangulaires vides qui prennent de l'espace et qui les empêchent d'atterrir, je crois. Fait que tu sais, c'est littéralement, il y a une ville qui t'empêche de vivre comme ta nature migratoire, qui te permet d'aller pondre tes œufs, puis là, d'élever tes petits. Là, c'est très, très cool. Puis, pour continuer sur cette lignée-là des jeux que j'ai trouvé quand même assez sympathiques, Elevator, qui est comme un peu un genre de spin-off. Ben, un spin-off. Je sais pas si ça rentre un peu dans la catégorie des jeux, un peu comme le loup-garou, parce que ce jeu-là a vraiment comme une espèce de dimension sociale, parce que déjà de base, ça joue de 7 à 13. Fait que c'est comme une espèce Hey, de MMO-URPG. ouais, je Euh, m'excuse. C'est un de ceux que j'ai pas lu. Je l'ai comme sauté, puis il va falloir que tu en parles tout seul, Félix. Je vais essayer de te suivre. Go! OK, ben dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est un jeu un peu comme dans le Loup-Garou, où est-ce que tu as comme une phase lumière ouverte, lumière fermée, et où toutes sortes de choses vont se passer là, une fois que les lumières sont fermées. Il y a des personnages qui vont être amenés à mourir, certains des fois vont comme être amenés à devenir corrompus, des choses comme ça. Fait que je le voyais quasiment un peu comme un jeu de soirée, peut-être, genre. Euh, Plus light, tu sais, que le loup-garou, où est-ce que là, mettons, tout le monde doit s'asseoir puis jouer au loup-garou, versus celui-là qui pourrait facilement être juste comme jouer, genre en background d'une soirée ordinaire, tu sais. Euh, je sais pas, tu sais, c'est pas. Ce jeu-là m'a pas wowé, si je peux dire, là, sans faire de la publicité non plus là, pour les compagnies de technologie chinoises. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'explorer un peu cette dimension-là du jeu de rôle, tu sais, du comme ben c'est ça, là, du MMU RPG. Hein. Puis de dire que ben ça a sa place, puis que là, c'est sûr que dans le temps du COVID, c'est pas vraiment l'idéal de penser à tout ça, mais il y a une niche pour le jeu de rôle en convention. Euh, pour ce genre d'événement-là. Puis il n'y a pas effectivement beaucoup de jeux en dehors là, mettons, du loup-garou qu'on connaît tous. Qu'on aille tous, j'espère. Aussi. Puis tu sais, encore là, tu sais, il est un peu à la limite du jeu de rôle. Je sais pas à quel point. Écoute, Félix, on se fera un épisode sur le loup-garou, là, parce Mais que ouais. j'ai beaucoup d'opinions là-dessus. Puis, tu es en train de me partir. Continue sur Elevator. Ben, en tout cas, bref, il n'y a pas énormément là, plus à dire sur Elevator. Le concept est assez simple en soi. Mais juste de ramener un peu cette dimension-là d'un jeu de rôle qui est vraiment joué en groupe plus grand. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là, puis qu'on tape pas assez dans cette. Tu sais, trouver, il est où le chaînon manquant entre le jeu de rôle et le GN, mettons. Là?
je trouve qu'il y a quelque chose de cool là-dedans. Oh oui, là, ben, tu sais, il y a des hybrides, là, comme, tu sais, un Mind's Eye, tu sais, comme des GN de vampires, là, pour utiliser l'appellation populaire. Tu sais, c'est à mi-chemin entre les deux, là, parce que ça implique souvent de faire beaucoup, beaucoup de choses par email. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on va dire, là, dans l'esprit theater of the mind, là, que tu le vois pas vraiment parce que, tu sais, tu dis, ah oui, dans la semaine, ton personnage est allé renverser un camion citerne. Ben, tu sais, genre, tu le vois pas, ça, là, quand tu joues avec les autres, puis tu as ton veston de cravate, puis tu fais la réunion hebdomadaire des vampires. Ah là là. Mais sinon, Mais Dave, ouais, non, sérieux. tu sais, toi là, qui es un habitué des rideaux, là, y a-tu un jeu là-dedans qui t'a comme un peu. Il t'a un peu choqué? Hey, oui, sérieusement, le Félix, écoute, là, je t'en ai parlé en semaine, là, After Ragnarok m'a mis en colère, mais en colère solide. Pourquoi je me fasse texter à minuit, là? Ça a vraiment dû le mettre en colère. Il était pas minuit quand je t'ai texté. Ah, je fais ça pour le drama, Dave. Ok, j'étais comme. Mais non, mais le pire, c'est que ça m'a tellement mis en colère quand je l'ai lu que j'aurais été du genre à oublier l'heure puis à texter Félix. Là. Parce que, ultimement, After Ragnarok là, a l'air vraiment cool où c'est un jeu où quand tu rates des jets, là, tu perds des habiletés, tu perds des skills, puis ton personnage se dégrade parce que sa légende va comme s'éroder. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme idée si seulement le jeu était jouable. Puis là, je sais pas si le problème vient de Broken Things qui l'ont fait. Là. C'est Cameron Parkinson et Tyler Omichinski à brokenthings.ca. Oui, je fais un gros call-out là, présentement. Ou je sais pas si c'est un problème qui vient des 3 éditeurs de Level 1 qui ont décidé, désolé, mais il faut couper une page. Mais il n'y a pas de règle de création de personnage. C'est comme genre, j'étais comme, ben là, j'ai pas de personnage préfet, j'ai pas de règle de création de personnage, je connais les skills, je connais les attributs. Il y a le mot primary attributes qui ressort. Est-ce que ça veut dire que je dois en choisir un? Ou est-ce que les 3 attributs, c'est les primary attributes comme un titre? Je le sais pas. Là, je me suis dit, je vais aller faire des recherches. Là. Puis là, écoutez, là, je le sors, là. Je le sors, mon playset, là. Je le sors, là. Oh! Là, écoute. Oh, ça se passe. Ça se passe. Ah! Fait que là, j'étais comme, je vais faire des recherches. Jamais. Je vais faire des recherches. Tu sais, le jeu avait l'air bon, c'est ça qui est enrageant. J'ai fait des recherches, j'allais voir sur le site internet brokenthings.ca. Puis j'ai fait, il y a des fiches de personnages pour jouer au jeu déjà faites. Puis là, vu que c'était comme sur leur magasin, ben, j'étais comme en situation où, ben, tu sais, je vais aller comme le mettre dans mon panier, puis je vais dire que je paye 0$ parce que c'est gratuit de télécharger ça. Ah, mais non, il faut que je rentre mon compte de carte de crédit, là, mais. Il faut que je me crée un compte Broken Thing. Mais c'est ça, c'était derrière l'utilisation d'une carte de crédit, même si c'était 0$, pour télécharger les personnages préfaits du jeu. J'avais besoin de comme payer 0$, mais littéralement, genre rentrer mon numéro de carte de crédit, puis j'étais comme, ça a l'air honnête, mais non, juste non. Si ton jeu est pas jouable à ce point-là, c'est comme, c'est non. Ben, Puis il y a des jeux dans Level 1 où je suis comme, ok, là, ça va être dur à jouer. On en parlera peut-être tout à l'heure, là, de Mesopotamians, où j'étais comme, ok, là, pour vraiment comprendre comment ça se joue, là, je vais vraiment, là, suivre les instructions à la lettre, puis tranquillement, tu sais, genre, aller à la lettre pour faire comme, on va dire, un premier tour, entre guillemets. Puis là, je vais comprendre. C'est souvent, je dirais, un problème avec les micro-jeux où t'es comme, t'as pas un paragraphe pour t'expliquer la mécanique, t'as juste une suite de choses à faire pour que ça marche. Puis, de moment donné, t'as juste à suivre exactement, sans trop savoir où tu t'en vas, puis après l'avoir fait 1 ou 2 fois, tu comprends. Puis, j'étais comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. J'étais comme, mais c'est ça, là, After Ragnarok, tu sais, c'est un jeu qui a l'air moderne, qui a l'air très cool, ça implique de gérer des zones, gérer des points d'aggro, pour savoir qui est-ce que le gros monstre y attaque. J'étais comme, le jeu a l'air bon, mais il est pas jouable. Il manque un gros morceau. Puis tu sais, à la limite, là, c'est... écoute, présentement, tu sais, genre, il y a quelques semaines, j'ai fait un micro-RPG. Deuxième partie de l'émission ce soir, Félix, on joue à ton micro-RPG à toi.
Fait que, tu sais, je pense qu'en tant que designer, c'est bon de se poser la question, OK, là, qu'est-ce que je pense que j'ai mis dans mon document qui est pas là? Puis être vraiment prudent, puis de le faire lire par quelqu'un d'autre, puis d'essayer de le faire jouer par quelqu'un d'autre si on en a la chance. Ben, ça c'est sûr que dans n'importe quel esprit de design, que ce soit là, en game design, en concept design, que ce soit en graphic design, tu sais, la validation des pairs, c'est toujours comme une étape qu'on devrait jamais négliger. Juste pour se faire dire genre ah oui, t'es sur la bonne voie ou tu veux dire quoi par ça exactement? Parce que comme on disait un petit peu aussi la semaine dernière, là, je suis plein de comebacks, là, si jamais il y a des gens qui étaient comme pas là. Dans un micro RPG comme ça, chaque mot doit avoir son utilité. Parce que t'as pas infini place pour mettre des mots. Puis pour avoir complété là, la fiche de joueur de mon jeu de rôle un peu plus tôt aujourd'hui, tu sais, on y pense à 2 fois avant de dire je réduis-tu la fonte à 10 ou je reste à 11 puis je cherche une autre façon de formuler. Puis cette espèce d'esprit de synthèse-là, c'est vraiment pas tout le monde qui l'a. Puis pourtant, c'est un exercice qui est vraiment important dans le design parce que puis ça, c'est autant vrai là, dans toutes les, je pense, sphères de jeux qui existent. Mm-hmm. Si tu me demandes de faire un jeu, Dave, puis que j'ai accès à infini composantes, infini pages, infini toutes pour le faire, ben c'est sûr que ça va être quelque chose de bon, parce que je vais pouvoir mettre infini temps, infini ressources, utiliser toutes les composantes possibles et inimaginables pour y arriver. Fait que je pense que tout le monde peut un peu faire un bon jeu si on se concentre là-dedans. Alors que, en fait, ce qui, je pense, va vraiment contribuer à améliorer des skills de game design et ce genre de choses-là, ben, c'est vraiment le fait de travailler sous la contrainte et de comprendre justement la puissance que des fois ça peut représenter de dire je vais ajouter une composante supplémentaire à mon design pour ouvrir toutes sortes de portes puis de vraiment maximiser, dans le fond, ce qu'on a devant nous. Ah oui, puis... Mais c'est ça. Pour conclure sur After Ragnarok, là... tu sais, je pense que c'est un... Tu sais, puis oui, je fais un call-out, puis je les nomme, puis je suis comme fâché, là. Mais tu sais, quelque part, je les comprends, là, c'est une erreur facile à faire, mais tu sais, que ça se retrouve dans un produit imprimé... Tu sais, je veux dire, je suis pas parfait, mais entre publier mon jeu sur un Patreon où on demande de l'argent pour encourager plus que pour vendre le produit, et envoyer ça à des gens de l'industrie pour dire imprimer ça dans le livre, tu sais, de moment donné, c'est comme les gens de Level 9, là, de Ninth Level, désolé, là, je dis tout le temps à l'envers, de Ninth Level Games. Tu sais, oui, c'est pas Wizard of the Coast, mais c'est pas personne, là. Une moment donné, c'est une question de networking, puis est-ce que je suis le seul à avoir vraiment relevé ça puis en avoir parlé, ou est-ce que les gens de Ninth Level ont reçu plein de emails en disant « Hey, c'est vraiment cool, là, After Ragnarok, mais il manque une page. » Ben, honnêtement, il y a beaucoup... Parce que, par rapport à ma lecture là, de Level 1, je trouvais que ça allait vraiment en dents de scie, les jeux en général. T'sais. Autant, t'en lis certains où est-ce que définitivement, les gens qui les ont écrits comprennent c'est quoi l'esprit d'un microgame, puis vraiment, vont dans cette optique-là. Alors qu'il y en a d'autres qui ont soit comme pas compris ce que c'était, essayent d'arriver avec des projets comme trop ambitieux pour ce que c'est vraiment, puis c'est un peu comme After Ragnarok, justement, qui finit par un peu s'effondrer sur son propre poids parce que ça n'a pas une base assez solide. Puis, ouais. Il y avait vraiment ce côté-là de... Ça file... c'est pas 100% des jeux qui sont bons, là. Puis, tu sais, des fois, je repense à... Je me souviens plus du titre exactement, là. Je vais aller le chercher, Dave. Donne-moi 2 petites secondes. Tu parles de lui que c'est 9 icônes. Oui, exact. Oui, écoutez, je vais vous le montrer, là. Sojourn, là. Sojourn, là. Écoute, Félix, ça joue à 1, là. Je vais faire une partie, là, live, direct là, OK? OK, vas-y. OK, tout le monde, playthrough surprise de Sojourn. Ouais. Donc,
vous partez sur un long voyage, vous étant moi, là, je lis ce que le livre me dit. Je vais choisir 3 des objets suivants et les amener avec moi. Donc, écoute, je vais amener un fantôme. Je vais amener le feu et une hache. Fait que c'est mes 3 objets. Un fantôme, le feu et une hache. Lorsque vous êtes revenu de votre long voyage, qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que moi puis le fantôme, on est partis vraiment bons amis, mais qu'on a passé trop de temps ensemble, puis que peut-être qu'on va prendre un petit break puis moins se voir prochainement. C'est question de laisser un peu d'espace dans notre amitié. Puis très clairement, avec la hache et le feu, ben, on s'est perdu en chemin, mais ça s'est bien passé parce qu'on était bien équipés, puis on s'est construit une petite hutte pour laisser passer l'hiver. OK. Good game, Dave. Yes, hey, excellent. Check. Moi aussi, je vais faire une game, là, mais ça va être très inspiré de la tienne. Là. J'amène le fantôme, la hache et le feu. Ouais. Je fais mon grand voyage. Qu'est-ce qui a changé? J'ai plus peur des fantômes. Hey, 2 games de Sojourn en même pas 5 minutes. On vous gâte. Mais non, ouais. Tu sais, quand je suis tombé là-dessus, j'avais un peu l'impression que quelqu'un devait être ami avec genre le dude à l'imprimerie ou le dude qui décide qu'est-ce qui est là-dedans puis tout. Ah, mais je regardais le nom Hot and Noodle. Je crois qu'ils ont fait d'autres jeux à l'intérieur, fait que ce serait logique. Mais tu sais, ultimement, ils ont fait 9 icônes, puis c'est ça, là. Puis ils ont comme mis une phrase avant, une phrase après, puis je suis comme, oui, ça permet de raconter une histoire, mais est-ce qu'on est vraiment dans le contexte de jeu de rôle encore, tu sais? Est-ce qu'on est dans le contexte de jeu? On est vraiment, puis encore là, tu sais, on parlait de la distinction un peu entre le storytelling game versus le RPG. On est vraiment plus dans du storytelling game qui se joue tout seul. Rendu là, tu sais, pourquoi ne pas écrire un livre? Juste saying. Mais. Tu voulais-tu parler de celui où tu joues avec les dés puis il y en a un qui est malade? Je l'ai peut-être pas lu, celle-là. Ok, écoute, c'est Dice Friends, là. C'est un jeu qui se joue tout seul, là. Puis, lui, il est drôle, tu sais. Il y a du gameplay, il y a un petit quelque chose, c'est juste une page. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose derrière. Dans le fond, tu mets tes dés sur la table, sauf le D4. Puis là, tu dis, voici les dés. Puis là, t'es fait parler un peu ensemble, comme si c'était des poupées. Puis là, t'amènes le D4, puis tu dis, mais le D4 est malade. Puis là, genre, tu regardes comment ça affecte les autres dés. Puis là, tu sais, c'est un peu sur le deuil, ce jeu-là, puis sur la maladie, puis sur l'acceptance de ces choses-là. Là. Fait qu'encore là, une petite dimension psychologique. Puis là, tu roules tous les dés. Puis si un dé roule un 1, le dé décède. Puis là, tu l'enlèves de la table, puis tu racontes le deuil des autres dés. Parle-moi de ça, toi, un jeu accessible. Puis tu sais, je suis comme, ok, tu sais, c'est intéressant, mais il y a des jeux qui sont, on dirait, qui sont plus des projets d'art ou des critiques sociales ou des critiques, on va dire, émotionnelles que des jeux, des fois. Tu sais, j'ai toujours un peu honte de le dire parce que, tu sais, j'essaie d'être quelqu'un d'ouvert, d'accepter. Mais dans mon parcours d'études dans les arts visuels, j'ai toujours eu de la misère avec la performance puis l'installation. J'ai toujours trouvé que c'était comme un beau prétexte pour mettre un peu de papier de soie au plafond puis genre tourner sur soi-même en récitant un poème d'Apollinaire. Puis de comme espérer avoir une note pour ça. Puis outrageusement, souvent une très bonne même. Puis il y a ces jeux-là qui m'ont donné un peu ce feeling-là. Le feeling genre, ah oui, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'art. Puis, c'est comme, ouais, j'ai rien contre quelque chose de artsy. Je suis même très, très amateur. Mais pas quand c'est genre le pitch. Genre pas quand c'est bon parce que c'est artsy. Ouais, je qu'à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui est extérieur à ça va comprendre quelque chose. Là. Ouais, tu sais, genre. Pas besoin de genre, va faire dire, hey, c'est artsy, fait que c'est bon. C'est comme, non. Non, c'est. Ça veut vraiment juste dire que la personne s'est pas relue.
puis il pense que son idée est géniale. Ah oui, mais écoute, t'as des gens qui sont, on va dire, quasiment des charlatans de carrière, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais écoute, on va retourner dans le jeu de rôle. Puis, écoute, une chose qui est cool, on va parler un peu moins de jeu, la fin du livre. Vu que dans le chat, là, Durgil nous disait qu'il trouvait que Dice Friend, c'était un peu rough, que c'était un peu trash, là, avec des dés en deuil. Non, pas la fin, moins la fin du livre. Oui. Quelque chose qui est de plus en plus à la mode dans les RPG, puis surtout dans certains de ces RPG-là, c'est les différents outils on va dire, de protection émotionnelle. Le plus connu est la X-Card. Donc, si vous n'êtes pas du genre à vous renseigner trop sur les choses comme ça, ben tu sais, genre, les gens qui ont récupéré Level 1 se sont le fait présenter sans devoir le chercher. Quitte à dire, c'est pas pour moi, je l'utiliserai pas. Fait que je trouvais ça vraiment cool qu'à la fin, tu sais, ils montrent des idées. Tu sais, l'idée de la O-Card que j'ai adorée, parce que, tu sais, O-Card, qui est une idée de 9th level, apparemment. Je ne sais pas si c'est une idée de eux. Ben, selon ce qui est écrit là-dedans, oui. Oui, en tout cas, si c'est pas leur idée, ils l'ont volé. C'est sûrement ce qui est arrivé. C'est sûrement vrai, mais c'est peut-être quelque chose qui existait. Mais ultimement, tu sais, la X-Card, donc le X, c'est une carte que tous les joueurs ont soit proche de eux, soit au milieu de la table. Puis si ça va dans une direction qu'on n'aime vraiment pas, ben on tapote la carte. Ça, je suis pas confortable. Je veux pas que ce soit là. On change de direction. Puis, tu sais, je veux dire, une moment donné, si tu as décidé de jouer à Dice Friends, ben de un, c'est un jeu qui se joue tout seul. Si tu t'auto-traumatises toi-même, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, dans un jeu qui parle, tu sais, genre, imaginez que Dice Friends se joue à plusieurs, ben dire comme, ouais, ce genre de maladie-là, ça me rappelle un peu trop une mort. L'idée, c'est de pas devoir l'expliquer, mais juste dire, ouais, cette maladie-là, est-ce qu'on peut ne pas en parler? Puis là, tu sais, la table pose pas aucune question, on passe à autre chose. On dit, OK, tu sais, probablement qu'il y a une raison derrière ça, puis c'est normal, puis on pose pas de questions, mais à la place de cette maladie-là, on va en prendre une autre pour expliquer ce qui se passe. Puis, je voudrais juste reprendre 2 petites minutes aussi pour juste rementionner que le principe de X-Card, ça veut pas dire que il faut que vous l'ayez dans tous vos games, puis que chaque jeu devrait avoir son outil de protection émotionnelle. C'est juste que dans certains jeux où des fois le maître de jeu n'a pas nécessairement le même contrôle narratif sur qu'est-ce qui va se passer, puis la possibilité lui-même de comme changer la direction du bateau si des fois un joueur va dans des drôles de directions. Ben, c'est là que ça peut devenir pertinent. Dans beaucoup de jeux, Powered by the Apocalypse, par exemple, ben, un joueur peut commencer à amorcer un move, puis décider que finalement la game se met à tourner autour de violence conjugale. Puis c'est peut-être quelque chose que le monde autour de la table n'a pas envie de genre faire, surtout tu sais s'il était en train de jouer genre tranquille à un jeu comme Dungeon World, mettons. Puis que là, soudainement, ben là, c'est rendu genre quelque chose d'autre de vraiment bizarre, puis que le monde sont comme pas trop à l'aise, puis que même le DM est comme je peux pas faire grand chose à part dire qu'un monstre arrive. Fait il faut juste garder ça en tête. C'est plus un peu pour les jeux qui sont assez ouverts là, à ce niveau-là. Oh oui, puis tu sais, il y a des gens, là, justement, je vois dans le chat qu'on dit le X-Card, c'est la safe space. Puis souvent, quand on parle de safe space, c'est controversé. Mais une moment donné, souvent, les gens qui n'aiment pas la X-Card, c'est des gens qui disent, mais là, il n'y a jamais de problème. Puis c'est parce qu'ils n'en ont pas vécu ou ils n'ont pas joué à des jeux qui en créent naturellement ou ils n'ont pas joué avec, mettons, des joueurs comme moi et toi, Félix, que des fois, on aime ça, mettre ça dramatique. Moi, je me rappelle là, que je racontais là, une moment donné dans un de nos podcasts précédents là, que là, le voleur puis le paladin, là, ils vont se parler parce que là, ils ont des différends émotionnels par rapport à la loi, puis c'est en train de nuire à leur belle relation de travail. Puis le monde était comme, voyons, Dave, c'est donc bien intense. Puis moi, j'étais comme, non, c'est léger. Tu sais, pour un joueur comme moi ou des personnages là, qui s'ouvrent le cœur, puis c'est comme, ça marche pas, là. Un jour, ça va briser. Un jour, je pourrais pas accepter ce que tu fais, puis je vais devoir te punir. Ce genre de conversation-là, dans ma tête, c'est léger pour du jeu de rôle. Là. Fait que, tu sais, quand ça, pour moi, c'est léger, puis qu'on tombe dans un jeu autre que Donjon Dragon qui amène des histoires dystopiques de cyberpunk, de trafic humain, puis de différence entre les riches et les pauvres, de pauvreté,
ça se peut, je vais retrash en maudit. Puis j'aime ça que quelqu'un ait comme un outil pour me dire, Dave, ta gueule, là, tu vas trop loin. Fait que, bref. Parenthèse. Puis c'est ça. Puis on parle beaucoup de la X-Card, mais la O-Card, qui est, tu sais, souvent, là, dans le contexte, on va dire, d'iconographie, le X, c'est arrête, le cercle, c'est good job, ça va bien. La O-Card, c'est le même principe, mais c'est dire, hey, j'aime vraiment ce qui se passe à la table, j'aime vraiment l'histoire qui se raconte, mais je veux pas juste interrompre tout le monde pour dire, hey, j'aimerais ça que ça continue. Fait que mettons que le maître de jeu puis un joueur ont une discussion vraiment cool en jeu, puis les autres joueurs sont vraiment intéressés de voir où ça s'en va, puis ils sont pas en train d'attendre leur tour, sont captivés. Ben, tu sais, avoir un outil qui dit continuez, on aime ça, en tapotant la O-Card, ben, c'est juste cool, parce que là, tu fais comme, OK, là, les joueurs ont du fun, ils ont du plaisir, puis en tant que maître de jeu, en tant qu'autre joueur, tu te dis pas, est-ce qu'ils sont en train d'attendre que j'arrête? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils trouvent ça plate? Est-ce qu'ils me laissent faire ça parce qu'ils voient que moi j'ai du fun ou est-ce qu'ils aiment ça aussi? Ben là, très clairement, tu sais, t'as la O-Card qui dit continue comme ça, on a du fun. Ça, il y en a d'autres, là. L'idée des lignes et des voiles. Oui, qui est un concept que je vois de plus en plus mentionné, en fait, là, dans des ouvrages même plus commerciaux. Entre autres, là, je me semble que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans un livre de Frioligan. Ce qui m'a quand même fait lever un peu un sourcil. Comme, ouh, OK. On est rendu jusque-là. Mais, non, ben, tu sais, demander, il faut en parler parce que beaucoup le jeu de rôle va aller dans des directions, comme on va dire, plus extrêmes ou plus émotionnelles. Puis, tu sais, c'est pas de tracher les jeux qui vont pas dans cette direction-là ou les joueurs qui veulent pas aller là, mais, tu sais, je pense à, voyons, le jeu Tales from the Loop, qui implique de jouer des enfants, mais tu sais, c'est pas un jeu pour enfants parce que tu te chicanes avec tes parents et des chutes de même. C'est comme une moment donné, ça te prend comme un petit. Est-ce qu'on est encore en train d'avoir du fun ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère être capable de partir, t'sais? Fait que tu sais qu'il y a un petit 3 pages sur ces différents outils-là pour les proposer au monde, ouvrir le dialogue, je trouvais ça cool. Yep. Non, puis définitivement, tu sais, non seulement, tu sais, bon, il y a tous les micro-games comme ça qu'on a là, mais bon, d'avoir à la fin, c'est ça, les petits tools qui mentionnent, tu sais, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait. J'ai aimé aussi il y a quand même un petit peu de publicité aussi là, pour un peu là, de compagnies indépendantes, là, comme par exemple ceux qui sont derrière le système polymorphe, par exemple, là, qui ont sorti Maze, qui est un dungeon crawl qui a gagné là, des prix au Ennies il n'y a pas si longtemps, qui ont aussi The Excellent, le jeu dans lequel on joue des princesses qui doivent sauver leur royaume, mais que non seulement ça, mais ils sont dans un band. Donc, tu sais, d'avoir une petite fenêtre comme ça, tu sais, pour apprendre à mieux connaître un peu ces petites compagnies-là qui ont quand même des beaux projets, c'est quand même vraiment très, très sympathique. Puis d'avoir le petit comme lexique à la fin, là, avec les noms, les sites web, les ci, les ça, tu sais, c'est vraiment une belle invitation à découvrir des choses quand même géniales. Donc, Level 1, c'est de ça qu'on a parlé ce soir. Je vous rappelle qu'il est disponible sur DriveThru RPG gratuitement. Donc, normalement, les liens devraient être dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Puis, si vous voulez en entendre plus parler, moi, je vais faire un petit tableau là, avec un petit commentaire sur chacun des jeux. Puis, je vais publier ça à travers notre collaboration avec Le Beau Jeu à facebook.com/Le Beau Jeu. Puis, c'est ça, allez les suivre. Ça devrait sortir, je pense, dans le coin du 27 que ces tableaux-là vont sortir, ma chronique, dans le fond. Mais allez les suivre, là, parce qu'il n'y a pas juste moi. Là. Puis moi, je suis pas dans la gang du Beau Jeu. Là. Je me joins à eux pour ce mois-là. Peut-être pour plus éventuellement, mais c'est ça, j'étais comme, OK, ils veulent parler plus de jeux de rôle. Moi et Félix, on veut parler de jeux de rôle. On mélange les deux projets un peu. Fait qu'allez les suivre. Justement, là, je vais vouloir parler un peu plus de polymorphe dans ma chronique. Parce qu'il y a 2 jeux polymorphes dans Level 1. Puis, on n'en a pas parlé du tout, à part de dire que ça existe. Ben, il faut garder un peu d'exclusivité pour ta chronique du Beau Jeu, Dave. Oui, ben c'est important. C'est important. Puis j'espère que Maxime de Le Beau Jeu va être content de ce que j'ai envoyé et puis qu'il va me réinviter à participer parce que. Écoute, moi j'espère que tous les Maximes du Beau Jeu vont être contents puis que Mathieu aussi va être content. Ah oui, tous ces Monsieur M. Tous ces Monsieur M.